Oui, bonjour et bienvenue à la Maison de la littérature. Je m'appelle Vanessa Bell et je suis très heureuse de vous retrouver et d'accueillir Maya Cousineau-Molène pour un entretien de genre 40 minutes maintenant. 45 quand même, parce que regarde, j'étais peut-être en retard, mais... Merci d'être là, Maya. Je me dois de vous présenter les personnes qui rendent ce salon possible. Je vais les lire sur mon écran et ensuite je n'y toucherai plus. Alors voilà, cette activité est présentée en codiffusion avec Kwayatonk et la Maison de la littérature dans le cadre du 12e Salon du livre des Premières Nations, une présentation de TELUS. Réalisée par Kwayatonk, l'édition 2023 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants. Le CN, Inergex, Énergie renouvelable, Hydro-Québec, la Caisse des jardins de Wendake, OKTLA, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec, le CDFM, Huron-Wendat. Merci beaucoup de rendre tout cela possible. Et donc, cette discussion qui commencera après une courte lecture de ta bio. Comme si tu n'étais point présente, je ferai cette chose. Donc, Innu originaire, ben là, il va falloir que tu m'aides pour la bonne prononciation. Equanichit. Pas de K qui ressemble à un G. OK, Equanichit, merci beaucoup. Maya Cousineau-Molène est donc poète et écrivaine. Elle a publié des textes dans plusieurs collectifs qu'on pourra nommer au cours de la discussion. En 2021, elle lance un premier album jeunesse chez Dominique et compagnie, Le Noël des Amis de la Forêt. Et son premier recueil de poèmes, Bréviaire du matricule 082, publié aux éditions Anénorac en 2019, a été co-lauréat au prix Voix autochtone en 2020, catégorie poésie en français, et son second recueil, comme nous le savons tous et toutes, Enfants du lichen, toujours chez Anénorac, a été lauréat au prix littéraire du gouverneur général dans la catégorie poésie en français. On dit calmement enragé. On pourra débattre de cet adverbe. Sa poésie chante la féminité autochtone et fait résonner l'identité Innu dans le territoire de Montréal-Tchadjoghé. OK, c'est fait. Merci. Celui-là est en fait Maya. Je sais enfin qui je suis, merci. Ça m'a fait plaisir. C'est ce dont on parlait dans la table ronde juste avant et ce matin sur comment devenir un bon ancêtre. Alors, tu es sur la bonne voie pour devenir une ancêtre extraordinaire, Maya. J'ai envie qu'on se lance vraiment dans le vif du sujet. J'ai pas envie de contourner et de parler de toutes les belles choses de ta poésie, mais j'ai envie qu'on parle de sensualité. OK. J'ai envie qu'on parle d'aspects plus charnières parce que il y a dans ta poésie ce corps de femme Innu qui existe et qui exulte par ailleurs. Et il me semble qu'il y a peut-être juste dans la poésie de Virginia Pessimapeo-Bordelot où on retrouve cette espèce d'intensité, de sensualité, de sexualité, oui. Et t'ayant entendu lire merveilleusement bien au Salon du livre d'Edmonton au printemps dernier, je pense que c'est quelque chose qui habite non seulement ton écriture, mais ta voix scénique aussi. Et donc, ce n'est pas une question, mais si je te dis sensualité, corps de femme, désir, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Un idéal pour les femmes autochtones. On a tellement été hyper sexualisés. On a juste à regarder juste un peu avant l'Halloween, toute la crainte de voir les petits costumes à franges cheap sortir. Je crois qu'on doit redonner à la femme autochtone, son droit d'être une femme. 2, son droit à la sensualité. Et 3, tout ce qui vient avec après. Et il y a dans ta poésie, justement, ce que je pense que tu avais appelé sur scène une collection d'amants qui disait « Laissez-moi le droit d'écrire sur ma collection ». Justement, ce rapport-là m'intéressait dans l'écriture. Et on viendra à l'aspect peut-être plus politique de la chose, mais ce droit d'écrire sur son expérience qui inclut celle d'autres personnes aussi. Comment est-ce que tu navigues cet interstice-là entre ton expérience et probablement des personnes qui pourraient se reconnaître parce que des fois, on sent que c'est des situations bien ancrées? En tout cas, pour quelqu'un qui était stressé hier, tu y vas fort. Hein? J'ai dit par Instagram. Elle m'écrit hier, elle dit « Je suis toute stressée de te rencontrer, blablabla. »
tout cas, direct. Ben, je pense que... On va laisser monsieur rire. Non, mais... ben, on a longtemps aussi... On a aussi vécu avec une certaine culpabilité judéo-chrétienne, tu sais, comme de quoi que la femme, elle ne doit servir qu'un seul homme seulement, et l'homme peut être le cas qui allait se promener où il veut, dans n'importe quel pré, avec n'importe quelle poule. Excusez le mot. Mais non, c'est ça. Fait que moi, je pense qu'en tant que femme, on a aussi le droit d'explorer nous aussi. Tu sais, je veux dire, quand tu pognes un citron, tu n'as pas envie de rester avec. Et donc, non, c'est ça. Puis, on le voit aussi dans les émissions de télé maintenant. On voit, tu sais, que la femme a aussi une vie, là, donc c'est plus accepté, c'est plus, je ne veux pas dire toléré, parce que ça sent la condition de quelque chose. Mais non, c'est ça que je voulais peut-être un peu exprimer. Arrêter de sentir ce poids de l'Église. En plus, je suis dans une ancienne Église, mais je pense qu'elle a été désacralisée, hein, ça devrait aller. Ça a été saugé de bord en bord. Ah, merci. Et non, voilà, c'est en gros, c'était un petit peu ma démarche, puis aussi pour moi, de garder un souvenir, tu sais, de garder des impressions que j'ai eues, mettons, quand j'ai rencontré cette personne. Donc, voilà. Je sais que c'est un gros début de conversation, hey, mais il y avait une raison à tout ça, non seulement parce que ça m'intéresse d'une part dans ton écriture, mais c'est aussi pour amener vers cette espèce de voie de l'entre-deux. Pas juste à cause de ta génération, ton âge, où on se situe dans une question de réappropriation, mais c'est quelque chose qu'on sent très fort dans ton écriture, c'est-à-dire pas une extrême contemporanéité non plus complètement détachée d'eux, mais pas non plus ce qu'on peut lire chez d'autres voix des Premières Nations, qui est peut-être plus soit dans un folklorisme ou soit dans une parole qui est un petit peu plus ancienne. J'ai l'impression que toi, ton écriture se situe vraiment dans une espèce d'extrême présent, avec par ailleurs une conscience politique qui est beaucoup plus nuancée que ce qu'on entend habituellement autour des discours des personnes des Premières Nations qui prennent parole dans l'espace public. Tu trouves que mon discours politique est nuancé? Bien, qu'on entend dans ton discours, oui, souvent, en tout cas, assurément des thèmes qui ressurgissent moins que dans d'autres types de paroles, oui. Bien, je veux pas être dans la colère qui fait peur. Parce que quelqu'un qui va être en colère, qui vous pique une crise en avant, vous avez deux choix. Soit vous allez appeler la police, puis vous ne l'écouterez pas. Donc, autant y aller de manière calme, hein, pour exprimer certaines choses qui nous dérangent. Puis je trouve que c'est comme ça que j'arrive à faire entendre mon point de vue, soit aux gens qui achètent mon livre ou les gens qui viennent m'écouter lire. Ça permet d'avoir des beaux dialogues, ça permet d'ouvrir des portes. Et oui, je suis vraiment dans le moment présent parce que je ne peux pas être demain puis je ne peux pas être hier. Donc, en tout cas, je ne connais pas encore Doc Brown personnellement, référence à Retour vers le futur, pour ceux de ma génération. Mais j'ai compris à la longue que ça ne sert à rien de rester dans le passé, mais je parle de mon passé. Je ne parle pas de rappeler à la société canadienne ce qui est arrivé dans la colonisation. Il faut encore le faire parce qu'on est encore colonisé. La loi sur les Indiens existe encore. Le comportement de certains hommes politiques envers nous est un témoignage ardent de ce colonialisme. Donc, je crois que c'est bien de dénoncer ce qui est dans le passé puis qu'est-ce qui agit encore aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, si tout irait bien, je n'aurais jamais écrit cette poésie-là. Puis je dis dans un de mes recueils que naître autochtone est un acte politique, parce que dès que tu nais, tu es numéroté. Vous allez me dire, oui, mais Maya, nous aussi, on a un numéro d'assurance sociale, sauf que nous, on a un deuxième numéro, puis lui, il devait suivre notre élimination. Puis ça n'a pas marché. Donc, bien contente d'ailleurs. Et, mais c'est ça, c'est tout ce travail. Puis c'est ma manière à moi de faire ma politique sans être dans une ligne de parti. Parce que des fois, on me demande pourquoi tu t'es pas présenté. Je dis, êtes-vous malade? Avec les squelettes que j'ai dans mon placard. Le scandale te précède. Ah, le scandale me précède. Non, mais tu sais, moi, j'ai ça parce que j'ai regardé justement le traitement qu'ils font à Catherine Dorion, c'est ça? Ils m'ont dit, puis quand tu es une femme, hein, on dirait que c'est encore pire. C'est encore plus scruté. La femme doit travailler 5-6 fois plus qu'un homme pour paraître, un, pur, deux,
une femme politique honorable. 3, une bonne ménagère, une bonne mère, une bonne ci, une bonne ça. Donc, à un moment donné, l'équité, c'est pas juste un souhait. Oui. On pourrait fermer la conversation là-dessus. Ce serait déjà une belle parole à faire résonner. L'équité, ce n'est pas qu'un souhait, hein? Même au sein de nos couples. Oui. Dans Bréviaire du matricule 082, on la sent très forte. Moi, j'ai pas envie de dire... Je ne sais pas si c'est colère le bon mot, mais en tout cas, on sent ce désir de vivre, ce désir d'être vu, d'être entendu pour qui tu es. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de la genèse de ce recueil de poésie? Parce que j'ai l'impression qu'entre celui-là et Enfants du Lichen, même si on est dans les mêmes thèmes, on est quand même passé dans un autre univers littéraire presque, même si on est encore en poésie. Mais j'aimerais qu'on arrive quand même sur ce premier recueil qui avait bien fait beaucoup de bruit déjà à sa parution. Oh mon Dieu, celui-là, ça fait longtemps qu'il mijote. Ça a pris quasiment une vingtaine d'années facile. Parce que quand, pour ceux qui connaissent Maurizio Gatti, c'est lui qui a fait un grand travail colossal de mettre au jour la parole autochtone francophone. Il a fait le tour des communautés avec son sac à dos pour aller rencontrer des écrivains, pour aller chercher leur confiance. Parce que confier tes textes, là, surtout quand tu es un poète, c'est comme se mettre tout nu devant le monde, puis c'est jamais le fun. Donc, puis en plus, il faut que ça se vend. Et... donc, il a réussi à faire ce tour de force et de nous amener. Donc, j'avais quelques textes qui étaient dans son anthologie. Puis le monde me poussait. Pourquoi tu ne publies pas, Maya? Je n'étais pas pressée, puis je n'étais pas non plus dans des conditions gagnantes pour ça. Parce que quand tu es dans le monde autochtone, et j'ai mon mentor ici qui se cache en arrière, il pourrait peut-être confirmer, mais on est toujours en train de se battre. On se bat pour du financement, on se bat contre le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, entre nous. Contre le racisme systémique, pour les femmes autochtones, contre la disparition, contre le meurtre. Donc, bref, on est toujours en état d'hypervigilance. Et ça aurait pris une firme d'architectes pour me calmer le pompon et me permettre de me poser. J'ai été engagée par la firme Évoque Architecture à Montréal pendant 5 ans, 6 ans à peu près. Et là, j'ai pu comme souffler puis juste être moi. Donc, j'ai commencé tranquillement à rapailler mes textes. Puis, je vais dire, tiens, je vais les envoyer dans une maison d'édition. Et ça a redonné Bréviaire du matricule 082. Et par la suite, ben, ça s'est vite enchaîné. Enfants du Lichen est arrivé peut-être 2 ans après. Puis là, je travaille sur le 3e qui est avec moi en ce moment. Et je peux vous donner peut-être le titre. En tout cas, moi, le titre que je souhaite, c'est La bienveillance du chat noir. Donc, voilà. Donc, après la bienveillance des ours du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, on a la bienveillance du chat noir qui arrive entre Montréal et la Côte-Nord. Là. Exactement. C'est parce que j'ai des chats et j'ai 3 matous, mais ils sont noirs. Parce que les chats noirs, c'est ce qui s'adopte le moins, parce que supposément que c'est moins esthétique à la photographie et supposément que ça porte malheur. Mais moi, ça ne m'a pas porté malheur du tout. Donc, c'est un peu pour souligner ça. Puis aussi, bien, pendant la pandémie, ils m'auront gardé en vie, parce qu'il y a eu des moments assez sombres dans toute cette solitude, dans tout cet état qu'on n'était pas habitué à vivre, qu'à un moment donné, tu dis, j'ai envie de tirer à la plug. Et heureusement, je me dis, non, j'ai des vies dont je suis responsable. Oh, c'est que des chats. Non, non, ce n'est pas que des chats, ce sont quand même des âmes sensibles qui ont chacun leur personnalité. Et je me dis, non, si je les ai pris avec moi, c'est que je leur dois au moins de rester avec eux jusqu'à la fin. C'est ça. Peut-être que là, je vais faire un lien très chambranlant, là. Mais mettons, je pense à cette firme d'architectes, je pense à ces chats noirs, je pense aux ruelles aussi, qui occupent vraiment, dans tes 2 livres, les ruelles sont très présentes. Il y a un chant d'amour pour Montréal, un chant aussi de mépris ou de haine, en tout cas, une opposition peut-être aussi à Montréal, mais il y a les ruelles. Mm-hmm. Et je n'ai pas de question du tout par rapport à ça, mais si je dis ruelles, mettons. Bien, ce qui est arrivé quand je suis arrivée à Montréal dans les débuts, moi, je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour affronter Montréal, parce que Montréal est un peu déjanté. J'ai toujours trouvé que Québec était la femme, l'épouse fidèle et gentille, et Montréal, un peu la maîtresse, un peu sauvage. Et elle a des méchants nids de poule, hein, je peux vous le dire. Et depuis que je suis arrivée là, en fait, je dis que oui, il y a une certaine haine, parce que des fois,
et c'est toute l'itinérance, parce que moi, ça m'a beaucoup frappé dans les débuts, et j'avais une certaine crainte à me promener dans les rues de Montréal. Mais à un moment donné, Montréal m'a vraiment bien accueilli, m'a ouvert les bras, et tout s'est bien passé. En général, j'ai jamais eu de mésaventures. J'ai même une fois perdu 5 $ de mes poches, et je marchais, j'avais mes écouteurs, et il y a quelqu'un qui a couru après moi pour me le rendre à Montréal. Donc, je veux dire, tu sais, ça se peut, là. Et ce que j'ai fait pour apprivoiser ma peur ou ma crainte, je me suis jointe à une patrouille de nuit autochtone qui s'appelait la Wolfpack Street Patrol. Donc, on patrouillait en équipe, autochtones et non autochtones ensemble, puis on aidait les itinérants. Puis ça, il n'y avait pas de religion, de couleur pour recevoir de l'aide. Donc, on faisait ça, puis ça m'a donné l'occasion, en fait, de connaître justement ces ruelles-là, ces coins sombres-là de Montréal, et de ne plus en avoir peur. Donc, puis, dans l'itinérance, il y a quelque chose qui venait profondément me chercher, que je trouvais très, très difficile, alors que, tu sais, je veux dire, il y a des condos à en avoir la nausée. Et puis, l'itinérance a empiré à Montréal depuis quelque temps. Donc, tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut faire de quoi. Puis moi, ça a été ma façon de faire quelque chose. Donc, puis oui, Hein, c'est parce que il y a un de mes amis qui dit « Ah, moi, j'aime ça Montréal, j'aime ça y rouler. » J'ai dit « Oh mon Dieu, on n'a pas la même voiture. » Parce que le boulevard Taschereau et Montréal me doivent 2 crémaillères, 3 muffleurs et beaucoup de petits morceaux de suspension. Alors, une note pour les gens de Québec. Le Wolfpack à Montréal est beaucoup plus sympathique que le Wolfpack de Québec. Ah, oui, c'est vrai, vous avez la meute, vous autres. On a un autre genre de meute. Pas que je trouve ça drôle, là, c'est du stress, d'évocation. La raison pour laquelle j'avais envie de t'amener aussi dès le début de cette rencontre-là sur la question de la sensualité, du désir, même sur les questions des ruelles, et tu l'as très bien dit, c'est que on ne peut pas encore écrire à ce jour au Québec en étant un auteuriste des Premières Nations sans que ce soit apolitique. Après, bon, la question se poserait, peut-on vraiment être écrivaine et que... Oups! Excusez le bruit. Non, il n'y a pas de problème. Et que ce qu'on écrive ne soit pas politique, mais il y a quand même cette question que je sais que tu as abordée maintes fois avec Sébastien Bérubé, entre autres, qui est un collègue auteur formidable, mais qui est aussi mentor d'écriture et qui fait beaucoup pour l'écriture des Premières Nations au Nouveau-Brunswick et ailleurs. Et j'ai dit, hey, je rencontre Maya, si j'avais une question à lui poser, qu'est-ce que tu poserais? Et là, il m'a envoyé comme 14 000 questions. Bien sûr, on le salue. Y a-t-il des mineurs? Okay. Non, il n'y a pas de mineurs. Et ces questions étaient tout à fait respectables. C'est bon. Mais il y avait cette question-là, en fait, de qu'est-ce que tu... Bon, parce que tes recueils de poésie sont quand même très engagés, sont militants pour la dignité, en fait. Tout simplement. Voilà, point. Mais... j'ai l'impression qu'il y a assurément des choses à côté desquelles on passe quand on lit des littératures des Premières Nations. Et là, je me disais, tiens, si je lui demandais plutôt, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans son écriture qu'on ne relève jamais et dont elle aimerait qu'on parle, je sais que c'est une grosse question, mais qu'on amène peut-être à la lumière et de dire, bien, ça aussi, ça existe dans mon écriture et c'est pas seulement parce que je suis une personne d'une communauté des Premières Nations, mais c'est parce que je suis moi ou parce que je suis cette autrice ou que je suis cette femme, cette fille. 2 choses. La première, je te parlais de textes apolitiques. J'ai réussi à en faire un. Ça a été douloureux. Non, c'est un conte pour enfants qui s'appelle « Le Noël des Amis de la forêt », basé sur une histoire vraie et en vente en ce moment au Salon du Livre. Et ça aurait été un vrai plaisir de travailler dessus. Donc, c'est une leçon de vie que j'ai eue personnellement. Donc, je vous laisse deviner quel personnage je suis. Et la deuxième, bien, en fait, c'est quelque chose de très pragmatique, parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte que des fois, dans leurs remarques, ils ont un mépris colonial. Tu sais, il y a une personne d'un certain continent qui m'a dit « Attends, je vais te corriger, c'est vrai que toi, le français, c'est pas ta première langue. » C'est sûr qu'elle ne me connaissait pas, elle ne connaissait pas mon enfance, puis elle ne sait pas dans quelle bibliothèque j'ai grandi, parce que mes parents avaient une immense bibliothèque. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, le vocabulaire utilisé, que je vais chercher loin, que je vais chercher des fois des mots anciens ou des mots de vieux français. Pour moi, c'est un plaisir de faire ça.
Parce que moi, quand ça a été le temps de commencer à avoir des modèles, c'était pas une époque où les modèles autochtones étaient encouragés. Écoutez, ils ont quasiment voulu, entre guillemets, scalper Cachetine quand ils passaient des chansons à la radio pendant la crise d'Oka. Donc, c'était le seul qui avait commencé à réussir à émerger. Et soudainement, il y a eu plein d'appels pour enlever leurs chansons à la radio, car ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Et ils disaient que c'est peut-être des propos subversifs. Je remets le contexte de la crise d'Oka, ça donne une idée. Et donc, moi, ça a été, mes lectures, ça a été La Comtesse de Ségur, ça a été la série des Angéliques, Marquise des Anges, des biographies de personnages européens ou sur des civilisations comme l'Égypte et la Grèce antique. Donc, mon bagage culturel vient de là et j'utilise ce bagage-là pour amener justement des enjeux Premières Nations. Et c'est un plaisir pour moi de le faire. Oui. Ça répond? Ça m'émeut beaucoup. Merci. Merci à toi pour la générosité de cette réponse-là. Puis je sais que c'est une question, c'est une question que j'aime beaucoup poser en entrevue, en fait. Et des fois, ça fait en sorte que les personnes gèlent complètement et sont comme... Je sais pas. Donc, merci. Et de nous amener, en fait, sur la piste littéraire de ton travail, parce qu'effectivement, je suis une avide lectrice et il m'arrive souvent, quand je te lis, de devoir chercher dans le dictionnaire des mots. Et ça me fait toujours plaisir, ce plaisir d'apprentissage puis d'amour aussi de la langue dans laquelle on écrit, et particulièrement de la poésie, parce que qu'est-ce que la poésie, sinon essayer de déjouer le mot lui-même et d'en faire autre chose. Exactement. Et je le disais d'entrée de rencontre que dans Enfants du Lichen, j'ai l'impression que tu as pris 14 marches littéraires, tac, 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 comme ça d'un coup, et que la poésie qui était, en fait, le feu qui est dans Bréviaire du matricule 082 est toujours là, mais là, il est augmenté peut-être d'une assurance dans l'écriture. Comment toi, tu as senti ce passage entre ces deux recueils? Faire une confidence. Quand j'ai sorti Enfants du Lichen, je pensais qu'elle est moins pognée que le premier. Donc, ne jamais sous-estimer ses enfants. ça, c'est la morale. Et depuis que ce deuxième petit dernier est sorti, il fait ses ravages. Et même si je lui ai dit d'être gentil avec ses petits amis, vraiment, il s'impose de lui-même. Parce que moi, je trouve, une fois qu'on a accouché de ces livres-là, ils font leur chemin. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai présenté au prix du gouverneur général, ni au prix des enseignants de français en poésie. Il s'est démarqué. Puis c'est ma maison d'édition, ce que j'ai compris, qui présente ça, mais sans me le dire, les petits coquins. Et c'est ça, j'avais comme vraiment pas d'attente. Et je crois que je vais continuer dans cette veine-là, de ne pas avoir d'attente, comme j'en ai pour mon troisième. Et... mais pour ne pas trop me perdre, rappelle-moi où je dois... On parlait vraiment peut-être d'assurance ou de maturité dans l'écriture, ou d'appréhension ou de compréhension de ce que ça veut dire écrire un recueil. Parce qu'on dit souvent que le premier recueil, c'est une espèce de... Bon, j'aime pas la métaphore, mais on dit souvent que c'est une espèce de mise au monde. Et souvent, en tout cas, j'entends des poètes autour de moi souvent dire « c'est un bon, mauvais premier recueil », mais parce que tout est là, tu sais. Je dirais jamais ça de mes recueils. C'est pas que j'ai de l'ego, là, c'est... non, je suis fière des deux, c'est avec égalité. Des fois, je lis des textes que j'ai écrits, je dis « Mon Dieu, c'est moi qui ai écrit ça. Où c'est que j'étais? Est-ce que c'est de l'écriture automatique? Est-ce que mes ancêtres sont arrivés puis ils passent des messages? Je ne le sais pas. Mais des fois, oui, je me relis puis je suis surprise de ce que j'y lis. J'ai pas toujours conscience de ce que je partage avec les gens en poésie. Ailleurs, c'est correct, ça, j'en ai très bien conscience, ne vous inquiétez pas. Mais je veux dire une drôle de phrase. Je suis des fois moi-même étonnée de ce talent. Je ne veux pas dire de mon talent, mais de ce talent de partager. Mais donc, je veux l'utiliser à bon escient, que ce soit écrire ou communiquer, parce que je me rends compte aussi que j'ai une certaine habileté en conférence ou en entrevue. Ce matin, même si je n'étais pas réveillée, je n'étais pas pire. Très bonne. À Radio-Canada. Et j'avais du plaisir d'ailleurs à le faire. Et juste faire un petit retour, parce que là, tu parlais de ma voix. Quand je travaillais chez Évoque Architecture, des fois, je faisais les annonces au système d'intercom pour, mettons, annoncer les activités que j'organisais sur l'heure du dîner. Il y avait juste les gars qui venaient me voir qui me disaient « Hey, Maya, tu devrais continuer à faire ça. » Donc, voilà.
Je suis heureuse que devant public et devant captation vidéo, on ait aussi une artiste, une autrice Inou qui dit « Moi, je suis heureuse de ce talent-là. » Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, même chez les auteurs, les autrices en général, à part peut-être ceux qu'on voit trop. Alors, je suis vraiment heureuse que tu l'aies dit à voix haute. Je trouve ça très... c'est ça, j'ai une émotion. Je trouve ça très émouvant. Mais c'est pas de l'arrogance. Non, non, mais il faut savoir reconnaître aussi ce qu'on fait de bien et ce qu'on sait faire. Bien, je trouve qu'entre Premières Nations, parce que je parlais de réconciliation ce matin, et je trouve que le terme réconciliation qui est surutilisé en ce moment avec nous, je trouve que c'est peut-être pas nécessairement le bon mot pour qu'est-ce qu'on a fait nous. Parce que dans une réconciliation, il faut que les différents partis aient fait quelque chose de mal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sinon, nous, d'avoir été un peu trop naïfs dans le passé, il y a très longtemps? Donc, est-ce qu'on parle de co-création, de collaboration? Et s'il y a réconciliation, je crois que c'est entre nous, entre Premières Nations. Parce qu'on sort des pensionnats, on est des enfants des pensionnats, on a été adoptés dans la rave des années 60-80, on a vécu toutes sortes de traumas. Même moi, moi qui pensais y échapper, j'y ai pas échappé. Et donc, il faudrait peut-être se réconcilier avec nous puis entre nous. Pour celles et ceux qui étaient là ce matin, hein, il y avait Jean Sioui qui était sur scène d'ailleurs et qui disait justement que le travail de réconciliation se faisait entre les nations d'abord, avec soi. Donc, si un aîné le dit. un ancêtre même. Un ancêtre. J'avais quelque chose d'intelligent à dire, puis là, j'ai eu du fun. C'est ça. C'est parti. Oups! Ça va me revenir. Je reviens peut-être simplement... Ah oui, voilà, deux choses. Premièrement, j'aimerais invoquer simplement l'esprit de Janet Rogers, qui était sur cette scène il y a quelques années et qui parlait justement de la réconciliation comme le R-word et qui disait peut-être plus rencontre que réconciliation entre allochtones et autochtones. Peut-être que rencontre, ce serait un bon mot déjà pour commencer. Oui, parce qu'avant, on voulait vraiment pas qu'on se rencontre. Hein. Je me rappelle d'avoir été dans une discothèque à cette île, puis on m'a dit « Toi, tu rentres pas, tu es une Indienne. » Donc, j'ai répondu autre chose dans des termes très peu polis. J'ai rentré. mais c'est ça. Donc, oui, je pense qu'il faut vraiment aller vers une vraie rencontre. Puis des fois, même faire, comment on appelle ça, un accusé-réception quand on envoie des messages à certains gouvernements. Donc, non, c'est ça. C'est vraiment la base. Hein, on est là. Il y a des rencontres qui se font ailleurs. Puis j'entendais justement notre chef régional, Ghislain Picard, qui disait que sans doute, s'il y a des changements qui vont se faire, c'est par la société civile. Et ça, j'y crois. Parce qu'on se rencontre ici, puis on se fait pas mal, hein, c'est bien. Puis on se parle entre nous ici, puis je ne vois pas de face scandalisée ou de départ tu sais, je veux dire, outragé. Donc, puis on se dit des choses des fois difficiles. Et dans des performances que j'ai données, il y a des poèmes qui sont durs. Mais, puis des fois, je le dis aux gens. Par exemple, souvent, je fais cet avis. J'ai dit, vous allez sentir une culpabilité quand je vais commencer ma conférence ou mes lectures. Mais j'ai dit, c'est pas de votre faute. C'est d'autres gens qui sont morts maintenant, qui ont écrit la loi sur les Indiens, qui nous ont mis en réserve, qui ont enlevé nos enfants. C'est pas vous. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne plus perpétuer ça. Et savez-vous quel autre pays qui ressent ce sentiment de culpabilité? L'Allemagne. J'ai été en Allemagne il y a quelque temps et j'ai visité un camp de concentration à Oranienburg, Sachsenhausen. Et j'ai justement compris qu'il y avait ce sentiment-là. Il en parlait aussi. Parce que j'écoutais le vlog d'une étudiante allemande en France et elle expliquait, mettons, ce qu'il faut faire, pas faire. Et en allant visiter le camp de concentration, ben, c'est moi qui ai consolé la dame qui était avec moi. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai pleuré. J'ai pleuré peut-être après. Mais... eux autres, ils appellent ça « collective shoes ». Et c'est justement un sentiment de culpabilité face à l'Holocauste. Et ici aussi, on retrouve ce sentiment-là. Donc, ça me rassure à quelque part. Est-ce qu'on peut rêver d'un conseil de résilience entre des survivants de là-bas ou des enfants des survivants de là-bas et des survivants des pensionnats ici? Je ne sais pas. Moi, c'est un rêve que j'ai compris en allant là-bas. Puis un autre rêve que j'ai qui est un petit peu ambitieux, c'est que chaque province se garde une école résidentielle et la rende aussi intacte que le camp de Oranienburg pour que les gens puissent y aller et comprendre qu'est-ce qui s'est vécu là. C'était pas des camps de vacances.
J'ai perdu ma mère, ma famille nous a complètement éclaté. On s'aime encore, on se voit, mais on n'a jamais eu la chance de grandir ensemble. Donc, c'est ça, la colonisation. Et je crois que d'en garder des vestiges intacts pour permettre aux gens d'aller les visiter et comprendre, ça peut aider. Mais ça, c'est un souhait que j'ai. Et c'est un souhait ambitieux parce que je pense juste ici à Québec, au parc Jacques-Cartier-Brébeuf, hein, qui Oui. est en Basse-Ville, où, bien sûr, où Jacques-Cartier est arrivé. Moi, quand j'étais jeune, je pense que j'étais encore relativement jeune, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, avec l'école, on allait à chaque année visiter la Maison Longue, qui était là. Et tranquillement, la Maison Longue est disparue. Et le bateau, aussi, la réplique de la Petite Hermine, a aussi disparu, mais a émergé de là une sculpture à la mémoire de. Mais la Maison Longue, elle n'existe plus. Donc, Ils ont fait une sculpture à la mémoire de la Maison Longue? Non, à la mémoire du bateau colonisateur. Et donc, tu sais, dans cette idée de réécrire l'histoire et de garder des traces aussi de cette honte collective. Oui. Je partage ce souhait-là. Et en anglais, il y a cette très belle expression qui dit « sit with it ». Tu sais. Quand tu as un sentiment qui est négatif, ben juste garde-le et vois qu'est-ce qui arrive avec ça. Et pas plus tard que la table ronde, juste avant nous, il y avait l'auteur de Wendy qui disait que, et c'est très beau parce que ça résonne avec ce que tu dis, et c'est juste parce que c'est peut-être le gros bon sens et de l'intelligence en même temps, mais qui disait que l'empathie dont tu parles, qui peut exister chez les Allochtones, naissait souvent de l'idée de regarder quelque chose de laid et de continuer à vouloir aller vers ça. Alors, cette empathie-là, ben, si on détourne le regard, on s'éloigne aussi de l'empathie et de la rencontre. Tout ça étant dit, moi, je capote. Je te trouve tellement brillante quand tu parles. J'adore quand tu parles. Alors, je vais te poser une question. Je sais pas si tu as une pensée là-dessus. Ce deuxième livre, troisième en fait, mais deuxième de poésie, Enfant du lichen, arrive très rapidement après le premier. Du jour au lendemain, remporte un GG et te propulse quand même dans une autre sphère de lectorat parce que là, tout à coup, il y a aussi une reconnaissance qui dépasse l'idée de En juin, je lis Autochtone, par exemple, qui est une initiative très importante, mais où, finalement, là, tu deviens peut-être, et là, je pense dans un système colonial, mais une autrice à part entière, tu sais. Une autrice qui n'est pas que Première Nation, mais qui gagne un GG et qui, là, tout à coup, représente une nation et aussi l'écriture en expression de langue française. Puis là, je me disais, je sais pas si c'est quelque chose de si simple à vivre ou à accueillir si tôt dans une carrière que de dire il y a un saut du GG sur mon écriture. Comment tu abordes l'écriture d'un prochain livre, d'un prochain recueil? Est-ce que ça vient avec un poids d'attente? Non, vraiment pas. Tant mieux. Parce que je ne me crée pas d'attente, comme je le disais avec lui, et je ne m'en crée pas non plus pour le troisième. Je me dis pas, mon Dieu, il faut que j'écrive le même genre de texte pour remporter un autre GG. Non, pas pantoute. Quand la bienveillance va sortir, je vais le laisser faire son chemin aussi. Puis, voyons, c'est que je voulais en venir avec tout ça aussi, parce que dans tout ce que tu as amené, il y a de quoi qui m'a popé dans la tête. Et, bon, Mémoire de Pruneau, je l'ai perdu. Intelligence, j'aime ça quand tu parles, attendre des autres, GG, représentation d'une nation. Je vais vous faire la réflexion que j'ai faite ce matin à la radio, parce que cette année, le prix du gouverneur général en poésie de langue française a été gagné par Mme Rita Mestokosho, première poète Innu, et c'est ma cousine, en plus. Donc, je disais à la blague, comme Star Wars, la poésie est forte dans cette famille. Donc, voilà. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver à tes cousines. Oui, c'est ça. Il y a une lignée qui s'en vient. Ta voix sonore, ta voix de scène, ta voix qui déclame, ta voix qui bouscule et qui se fait un malin plaisir, j'ai l'impression, à bousculer. Oui. Ta voix de scène, comment tu la travailles? Est-ce qu'elle était là avant le texte, par exemple? Bien, c'est drôle parce que je pense que mes parents adoptifs, quand ils m'ont adopté, je pense qu'ils savaient que je partais 2 coches en dessous à l'époque. J'étais née juste un an après que la mesure de l'émancipation soit terminée. Et ils n'ont jamais voulu m'adopter légalement, pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas que je perde mon statut.
mon identité, mon appartenance à ma communauté. Parce qu'à cette époque-là, quand tu adoptais un Autochtone, il devenait un bon citoyen non autochtone. C'est bizarre. On dirait que c'est quasiment juste ici qu'on a ça. Oui, c'est ça. Hein. C'est fou comment la femme disparaît quand elle se marie. Donc, c'est à peu près la même chose avec nous. Et mes parents n'ont pas voulu ça. Donc, et en grandissant, ils m'ont donné un peu plus de caractère, ou peut-être j'avais déjà un mauvais caractère à la base, mais ils l'ont encouragé un peu, dans le sens que ils savaient que je partais de 2 coches en dessous en étant femme et autochtone, ou en étant femme et indienne selon la loi. Ils voyaient aussi comment les gens me regardaient. Ma mère me contait que quand j'étais bébé, c'était une époque où on adoptait les petits bébés vietnamiens ou asiatiques. Puis les gens disaient, « Ah, vous l'avez adoptée, elle vient de quel pays, Vietnam, ça? » Non, non, c'est une autochtone. Puis là, les faces changeaient tout le temps. C'est drôle, on dirait comme on est une sous-race quand on est dans son propre pays. Donc, il y a un peu de ce sentiment-là, peut-être, que je combats aussi. Mais c'est... où je voulais en venir avec ça? Oui, la voix. Donc, mes parents me faisaient lire des textes à voix haute, jeune, et surveillaient mon accent. C'était pas méchant ni méprisant. C'est qu'ils voulaient vraiment que je parle pour être bien entendu puis bien compris. Donc, ils faisaient ça. Puis des fois, ils m'encourageaient beaucoup à lire. Ils m'encourageaient à écrire. Mon père n'arrêtait pas de me dire « écris, écris ». Et je les ai écoutés puis regardez où est-ce que je me ramasse. Avec toi. Ça me fait vraiment plaisir qu'on soit là ensemble. Oui. Je reviens quand même à cet exercice-là, donc à cet exercice de pureté du langage peut-être, et du langage québécois, ce qui est aussi paradoxal parce que à la même époque, à Radio-Canada, par exemple, à la télé, on parlait encore français de France. Alors, il y a comme tout est adjacent à autre chose, bien sûr. Oui. C'est chaud quand tu performes. C'est ça que je vais dire. Ouais. C'est chaud. Je m'en rends même pas compte. Bon. Ben moi, j'avais chaud, en tout cas, dans cette chapelle à Edmonton en avril dernier. J'ai l'impression qu'il y a du plaisir. Oui. Oui, tranquillement. Parle-nous donc du plaisir. Bien, au début, c'est sûr que les premiers textes qu'on doit faire devant un groupe, je n'étais pas meilleur qu'un autre. J'étais aussi stressé que n'importe qui d'autre. Mais par la suite, tranquillement, j'ai développé une assurance là-dedans. J'ai même fait un TED Talk à Montréal sur l'architecture que j'ai aimé faire. Et par la suite, tu pourrais me prendre à 5 minutes d'avis, puis fais-nous une conférence. Bien, je vais la faire, il n'y a pas de problème. C'est un autre don que j'utilise à bon escient. Et ma voix, bien, c'est sûr qu'il y a des petits exercices que j'ai appris à faire parce que j'ai eu un projet avec un maître de chorale, puis il nous montrait comment réchauffer la voix, mais je ne vous ferai pas ça ici, c'est vraiment disgracieux. c'est pas le fun à entendre. Donc, mais ça rend la voix plus profonde, on va la chercher plus loin. Et bien, je me rends compte que oui, ma voix, parce que je réécoute des fois mes entrevues à la radio, puis j'ai fait « Ah, ben je suis contente. » Parce qu'en même temps, même si je dis un exemple dans une entrevue que je ne représente pas ma nation, des choses de même, à quelque part, je la représente pareil. Donc, si je me conduis mal, ben ça a une portée sur ma nation. Puis pour moi, c'est important qu'on respecte ma nation, qu'on respecte ma communauté et les miens. C'est beau parce qu'on dirait que tu me sers sur un plateau d'argent la suite de la question que j'avais envie de te poser. Dans l'introduction, dans la préface de Bréviaire du matricule 082, il y a cette phrase très belle que j'ai soulignée et qui est une phrase de 2 mots. Cela est possible. Maya protège. Maya protège, j'ai l'impression, beaucoup de choses. Oui. Oui, bien, comme tout être humain, j'ai des regrets. Un de mes grands regrets, c'est de ne pas avoir pris le temps de comprendre ma mère Innu. Toute grande partie de ma vie, je la connaissais et tout, mais j'avais comme une certaine colère, puis que je comprends, je pense, c'est de m'avoir donné en adoption. Mais quand on ne connaît pas l'histoire, quand on ne sait pas la situation politique, la situation sociale, les lois colonisatrices, on ne comprend pas. Puis on fait des erreurs. Et c'est justement en arrivant à l'université, heureusement, puis en rencontrant des gens qui ont une très grande influence dans ma vie encore, qu'on comprend mieux ce qui s'est passé. Mais au moment où je l'ai compris, ma mère était en train de mourir. Donc, ça, c'est un regret que j'ai.
J'ai pas su lui parler. J'ai pas su la comprendre parce elle a été profondément blessée par les pensionnats. Elle en parlait jusque dans les derniers moments. Et on pouvait voir qu'elle était blessée, qu'elle était errante à quelque part. Elle était nomade aussi. Mais elle avait une belle personnalité, pimpante, pétillante, mais la noirceur était jamais loin. Donc, j'aurais aimé mieux la comprendre avec le savoir que j'ai maintenant. Puis si vous avez la chance de faire ça, en tout cas pour ceux autochtones ou même non autochtones, faites-les parce que vous allez vous ramasser comme moi avec certains regrets. Alors Maya protège, mais Maya est aussi très généreuse, comme vous pouvez le voir. Et donc, platement, c'était ça la fin de notre discussion. Mais, bon, premièrement, tu as quelque chose à dire. Vas-y. Ça vous tente une petite lecture? Oh yes, inédit? On a 90 secondes de grand bonheur. OK, attendez. OK, pendant que tu le cherches, moi, je vais dire des choses d'usage. Alors, après sa lecture, Maya descendra de scène, prendra ses choses et traversera de l'autre côté de la rue au Morin Center pour vous rencontrer et pour dédicacer les livres que vous allez non seulement acheter, mais bien sûr lire et peut-être même prendre une deuxième ou une troisième copie pour les offrir. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, au nom de Koyatong, qui est en mon nom personnel, je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite, bien sûr, à rester des nôtres après avoir été faire un tour de l'autre côté de la rue et à revenir parce que, et là, je flippe mon téléphone, à 16 heures, on s'en va plutôt du côté anglophone avec l'extraordinaire Norma Dunning, donc une rencontre, encore une fois, de 45 minutes animée par Julia Caron. Et ce soir, toujours à la salle multi de Méduse, il y aura Bercer les eaux, un spectacle auquel il y a toujours possibilité d'assister. Merci, Tiawankinen Maya. Et donc, à toi, le mot de la fin. Un texte que j'ai écrit suite à ma visite à Oranienburg. L'ombre collective Schultz. Jamais je n'ai marché ce sentier dans cette forêt de barbelés. En moi respirait la peur. Il y a des démons pires que les miens. Risibles boucliers de misère s'accrocher à la musique, psalmodier les classiques. Combien de litres de haine il faudra à ces hérétiques pour accoucher de l'horreur? Ma quête d'insoutenable me fait visiter les pires ruelles. Ce pèlerinage des lieux maléfiques transforme l'encre de mon sang en poussière d'émotion. Le spectre de l'Holocauste tenace se cherche un abri, que ce soit rancune guerrière, soif de pouvoir éhonté. Jamais assez de cadavres ne l'empêcheront d'avancer. La soif des territoires fit de mes peuples des survivants exilés. Ainsi naissait génocide.